Donc Kim, depuis son enfance, s'est passionné pour ces gestes premiers qui rendent autonome en nature. Il travaillait dans un musée du Yukon à recréer des pièces et des outils utilisés par les autochtones. Et un jour, les descendants de ces autochtones sont venus le voir en lui demandant de les aider à retrouver ces gestes ancestraux, à réapprendre à faire un arc, à réapprendre à faire du feu sans allumette. Alors la question qui se pose, c'est ces Indiens qui vivent aujourd'hui dans notre modernité, pourquoi est-ce qu'ils viennent? Ils ont besoin de réapprendre à faire ces gestes ancestraux. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Est-ce que tu peux nous expliquer également en quoi, enfin, ce que à toi ils t'ont appris ou réappris du lien, de notre lien à la nature? C'est une vaste question à laquelle je cherche encore aujourd'hui à répondre. Hein. Je n'ai pas tous les éléments, mais la première chose qui me vient en tête, c'est que ce questionnement qu'ils ont aujourd'hui, finalement, sur leurs gestes ancestraux, ce qui est lié à leur vie, qui est encore dans ma région du Yukon, les Amérindiens de cette région-là, il y a encore 3 générations en arrière, vivaient à peu près comme avant les premiers colons. Il y avait très peu de différence. Ils ont été que très récemment forcés à la sédentarité, que très récemment forcés à aller à l'école. Et donc leur mode de vie a changé drastiquement, mais depuis moins d'un siècle. Une première chose qui pour moi a été étonnante, c'est que longtemps je me suis demandé pourquoi finalement ces gestes avaient été perdus, premièrement. Et pour pouvoir répondre à ça, il a fallu que je fasse un cheminement assez important moi-même pour comprendre finalement qu'est-ce qu'on fait dans la nature avec tous ces savoirs-là, ces savoirs techniques qui nous permettent a priori de vivre, de survivre, qu'est-ce qui nous apporte vraiment et quel est vraiment le contact qu'on a avec un environnement au travers de ces gestes-là. Tu peux rapprocher ton micro? Oui, bien sûr. Merci. Ça va, vous m'entendez mieux là? Ouais, j'entends moi-même mieux. Donc voilà, ces gestes, en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'ils sont l'appui d'une culture, ils sont l'expression d'une culture, mais ce qui peut paraître contradictoire, peut-être pour nous, paradoxal, c'est qu'en en fait, ils ne constituent pas l'élément le plus important d'une culture. On pourrait croire que vivre dans la nature, c'est avant tout savoir une somme de connaissances qui nous permettent de faire du feu, de chasser, de construire un abri, enfin ce qu'on va finalement nous lire dans un manuel de survie. Mais en fait, ces connaissances-là, elles sont là pour appuyer une structure qui est en amont, qui est la structure sociale, qui est la part finalement qui nous échappe un petit peu, ce contact, ce dialogue qu'il y a entre ces sociétés et leur environnement, et la vie en général. Et donc, quelque chose qui est intéressant, c'est que les peuplades avec lesquelles moi je travaille sont donc, ou étaient jusqu'à il y a très peu de temps, des chasseurs-cueilleurs nomades. Et donc, par définition, ils avaient des modes de vie très discrets. C'est-à-dire qu'on retrouve très peu d'objets d'ailleurs, hein, parce que les cabanes se détériorent en peu de temps, parce qu'on a très peu d'outillage, que le strict minimum. Et finalement, on est mobile, donc on laisse très peu de choses derrière soi, et surtout, on ne transporte que peu de choses. Et donc, finalement, eh bien, ces peuplades-là sont des peuplades de non-cumul. Elles ne cumulent rien, mais elles ne cumulent pas non plus de savoir. Et ça, j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y a culture et culture. On cultive, nous, des champs, et on stocke de la nourriture. Et puis, on cultive des humains, et on stocke du savoir. On fait ces deux choses-là de façon très, très naturelle, et on s'attendrait à ce que les autres fassent de même. Mais avec des peuplades qui, depuis des milliers d'années, voire plus, finalement se défont systématiquement du surplus, eh ben, ils font la même chose avec les connaissances, quelque part. Il y a une sorte de confiance que demain nous amènera ce qui est bon pour nous, et on saura l'attraper au vol, quelque part. Donc ils ont perdu très vite des connaissances. Mais aujourd'hui, on est dans des modalités différentes, parce que justement, notre culture étant tellement envahissante, alors surtout au Canada, hein, c'est très visible, où on force, finalement, on contraint ces nations à l'éducation occidentale, on les force à la sédentarité. Enfin, ça ne paraît pas comme ça. On pourrait penser que le Canada est un pays, finalement, qui accepte facilement les peuples premiers, mais ce n'est pas du tout le cas.
Et donc, il y a une réinterrogation forcément de l'identité aujourd'hui et quelle place il y a pour cette identité dans une culture qui fuit en avant et qui ne semble pas du tout se préoccuper ou même de reconnaître une quelconque importance à leurs différences. Et toi-même, à leur contact, qu'est-ce que tu as redécouvert ? Alors, déjà ça, c'est pas mal. Mais moi, j'ai redécouvert surtout que finalement, la problématique aujourd'hui, elle est commune. Au Canada, il y a une espèce de dicton auprès des Premières Nations, qui dit walk in two worlds. Il faut que les Premières Nations marchent dans les deux mondes. C'est-à-dire que c'est acquis aujourd'hui à toutes les strates de la société, ainsi que dans le gouvernement, que on doit aider ces Indiens à la fois pouvoir garder leur tradition, mais à embarquer dans le grand vaisseau de la civilisation avec nous. Ce qui est beaucoup moins clair, c'est que c'est la même chose pour nous, quelque part. C'est-à-dire que si eux doivent marcher dans deux mondes, nous aussi. Et ça, c'est clair pour les Premières Nations. Ça n'est pas du tout pour finalement les Occidentaux, les Canadiens. En tout cas, au Canada, je vois bien que c'est vraiment pas clair. Et en fait, donc finalement, ils m'ont appris ça, moi. Ils m'ont appris à travailler avec eux. Qu'est-ce que je peux apprendre, moi, grâce à leur façon de vivre, grâce à leur vision du monde, qui peut nous servir à nous, dans notre culture et dans notre monde aujourd'hui. Donc c'est vraiment un échange. Et d'ailleurs, plutôt que marcher dans deux mondes, récemment, il y a un vieux qui m'a dit que c'est marcher, step in two canoes. C'est marcher dans deux canoës. Parce qu'il dit, parce que quand on passe d'un canoë à l'autre, c'est très déstabilisant, ça ne tient pas, l'équilibre est dur. Et c'est beaucoup plus représentatif finalement de la tentative, de l'exercice de maintenir une culture qui constitue vraiment une alternative complète à notre vision à nous. En quoi elle est l'alternative ? Alors une alternative déjà parce que tant qu'il y a des gens comme ces Indiens qui clairement considèrent qu'ils font partie de la nature, qui font partie... D'ailleurs, ils ne le disent même pas comme ça. Hein. Pour eux, le mot nature, nous, il est extérieur. On peut mettre une nature dans un parc. Eux ne peuvent pas faire ça. Ils font partie intégrale du monde dans lequel ils vivent et il n'y a pas de dissociation quelque part. Et parce qu'il n'y a pas de dissociation, il y a des choses qu'ils ne pourraient pas faire. Ce n'est pas possible. Ce que je disais récemment quand je travaillais justement avec des jeunes Indiens en Saskatchewan, donc au centre du Canada, parce que il m'arrive de quitter mon Yukon, qui est un territoire finalement assez éloigné. On arrivait à la conclusion que en fait, tant qu'il y a un dialogue permanent, tant qu'il y a l'idée de faire partie de cette nature, on ne va pas pouvoir raser une forêt pour faire un parking, c'est pas possible. Tant qu'on a des histoires qui nous associent à tel arbre qui pousse là, tel animal qu'on chasse mais qui fait partie intégrante de notre vision du monde, il y a une familiarité, il y a quelque chose de familier en fait, qui fait qu'on ne va pas détruire cette nature-là. Et dans ce sens-là, nous, on a quelque chose à apprendre. On a une forme d'hermétisme dans notre culture, je le vois, hein, pour transmettre, tenter de recréer, renouer ce lien ici en Europe. On a du chemin, nous. Il faut qu'on retrouve nos racines. C'est perdu loin dans notre histoire, qu'on nomme d'ailleurs préhistoire. C'est pour dire, c'est même pas dans notre histoire, c'est perdu avant. Donc on a vraiment un petit travail, à mon avis, à faire déjà sur nos racines. Et ça, ils peuvent nous aider là-dessus, très clairement.